bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, 2 semaines pour convaincre. La campagne pour la présidentielle se poursuit au Cameroun. Scrutin fixé au 7 octobre. Gros plan à suivre sur les grands enjeux de cette présidentielle 2018. Débat et analyse avec nos invités dans quelques instants. Difficile de dépasser le stade de la micro-entreprise, l'entrepreneuriat féminin en souffrance en Côte d'Ivoire en raison des difficultés d'accès au financement. Nous verrons les dernières mesures annoncées par le gouvernement. Plus question dans 30 minutes sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées à l'heure où encore 90% d'entre eux n'ont jamais été scolarisés. Une politique défaillante, des infrastructures publiques inadaptées, une discrimination persistante, dénoncent les associations qui leur viennent en aide. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, M. Emmanuel Kouzoumoami, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste économique et politique. À mes côtés également, M. Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Et sur ce plateau également, M. Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Donc Jean-Marie, merci à vous. Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24. Place tout de suite à l'actualité politique. 6,5 millions de Camerounais attendus aux urnes le 7 octobre pour l'élection présidentielle. Entre nouveaux visages et habitués des joutes électorales, ils sont 9 à briguer la magistrature suprême. Nous sommes à 2 semaines du scrutin. L'occasion pour nous de nous pencher sur les grands enjeux qui entourent cette présidentielle. C'est un sujet de Solène Duplessis. Au Cameroun, la campagne électorale officiellement lancée ce samedi 22 septembre, 9 candidats dont le président sortant, Paul Biya, sont en lice pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Le candidat du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au pouvoir depuis 36 ans, a dévoilé un programme politique en 10 points, axé sur la paix et le développement socio-économique. Quand un pays est fragilisé, quand il n'y a pas la paix, rien ne marche. C'est un enjeu majeur. Il y a des défis sécuritaires, des défis sanitaires, mais le défi sécuritaire ici est plus important. Car quand il n'y a pas la paix sur un territoire, rien ne peut marcher. Le Cameroun est confronté à une crise sécuritaire et sociopolitique majeure en raison notamment de la présence de rebelles centrafricains dans l'est du pays, du groupe terroriste Boko Haram dans l'extrême nord et depuis 2016 des revendications anglophones récupérées par des mouvements sécessionnistes. Une crise qui a fait près de 200 000 déplacés. En 36 ans à la tête de l'État du Cameroun, le président Biya a essayé de mener le pays vers la paix. Et au regard également des événements que le Cameroun subit ces derniers temps, en l'occurrence la lutte contre Boko Haram, la crise anglophone, les flux migratoires dans l'est et l'extrême nord du pays, donc le président Paul Biya cherche à remettre de l'ordre comme priorité la stabilité du pays. La stabilité du pays, l'un des défis majeurs de la présidentielle, à l'heure où les affrontements entre l'armée camerounaise et les séparatistes anglophones persistent dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Alors, beaucoup d'enjeux autour de cette élection présidentielle du 7 octobre. Mais le premier, peut-être, c'est le taux de participation, Monsieur Dupuis. Oui, alors c'est d'ailleurs un des axes majeurs d'un certain nombre de candidats de l'opposition. Je pense notamment à ce mouvement que s'appelle le mouvement des 11 millions de citoyens qui appellent les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. C'est un sujet déterminant parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a près de 6 millions de votants, à peu près légèrement supérieur à 6 millions de votants. Avec cette difficulté, c'est qu'on n'est pas sûr que la totalité du pays va pouvoir voter. Et c'est notamment le cas dans la partie qui est mentionnée dans notre reportage, qui est en proie à une violence endémique, en tout cas depuis le soulèvement de novembre 2016, notamment le sud-ouest et le nord-ouest. D'ailleurs, une partie de la population dit clairement qu'elle n'a pas envie de voter, qu'elle n'a pas la possibilité de voter. Faut-il rappeler qu'il y a pratiquement entre 180 000 et 200 000 personnes qui ont fui leur foyer. Et donc ce n'est pas propice au vote, même si la commission électorale dit que toutes les conditions sont réunies. Donc premier enjeu, effectivement, la participation la plus inclusive possible de tous les Camerounais au vote. Après, il y aura d'autres enjeux en ce qui concerne la capacité pour chacun d'exprimer un point de vue. Il y a 9 candidats, mais il y a peut-être un déséquilibre entre les moyens dont dispose un des candidats au pouvoir depuis 35 ans, qui brigue pour la 7e fois son renouvellement,
Et je dis cela parce que l'ensemble des autres candidats, en tout cas 5 parmi les 8 autres, ont dénoncé le fait que les moyens dont ils disposaient, les moyens matériels, la capacité d'accéder aux médias n'étaient pas tout à fait équilibrés et que c'était une façon aussi de monopoliser ou en tout cas d'orienter le scrutin. C'est un deuxième enjeu. Le troisième enjeu, mais je ne voudrais pas être trop prolixe, c'est évidemment la manière dont la communauté internationale validera ou non, et quand je dis communauté internationale, autant les pays du voisinage que les autres partenaires. L'Union européenne a décidé la semaine dernière de ne pas envoyer d'observateurs internationaux et l'Union africaine a décidé il y a 3 jours d'envoyer une petite mission. Donc c'est un scrutin qui aurait dû être, comme les autres, très, entre guillemets, scruté et malheureusement il ne le sera pas tant que ça. Emmanuel Nkouzoumwami. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel. Je vais ajouter juste un élément sur la sécurité. Il y a la partie effectivement anglophone où il y a même une guerre quasiment, puisqu'il y a eu des tirs d'armes il n'y a pas longtemps entre en tout cas les indépendantistes de la partie anglophone et le pouvoir central du Cameroun. Donc il y a un problème de sécurité, c'est un fait. J'ai entendu dans le reportage également l'autre correspondant qui disait qu'il faut la paix pour que le pays, en tout cas, entre sereinement dans les élections. C'est en fait, c'est vrai, mais je dis, le Cameroun n'est pas en guerre depuis 150 ans non plus. Je dis, s'il y a des ratés, on vient de parler de 36 ans de pouvoir de Paul Biya, les ratés, c'est bien avant l'affaire des anglophones. Bon, alors après, toujours, on peut se poser la question de pourquoi on en est arrivé là. Et l'autre enjeu que je vais ajouter donc, c'est les enjeux économiques. Aujourd'hui, le Cameroun est en difficulté de croissance. Il y a un certain ralentissement parce que pendant longtemps, le pays avait misé sur le pétrole. Mais le pétrole est exploité dans la partie anglophone précisément. Et ce que réclament les anglophones, on peut le comprendre. On peut ne pas partager forcément le moyen d'exprimer leur colère, mais le fait que cette zone a été exploitée, notamment pour le pétrole, pendant longtemps, et qu'ils n'ont pas vu les retombées de ce pétrole dans le développement de cette région-là, ça peut poser un vrai problème. Donc sur la question sécurité, je voulais simplement rajouter, effectivement, la partie Boko Haram, ça s'est dit, mais la partie Est aussi, où nous avons des rébellions de la République centrafricaine, qui font des incursions au Cameroun, qui peuvent aussi perturber, en tout cas dans la partie orientale du pays, ces élections-là. Bon, alors l'autre élément que je voulais ajouter, c'est sur la participation effective j'entends, pour les opposants eux-mêmes. Pour ces opposants, vous avez entendu le groupe notamment pas tout à fait des 8, mais des 5, en disant on va se faire une sorte de candidature unique. Parce que le problème de cette élection, et c'est l'enjeu auquel je voulais arriver, c'est une élection présidentielle à un tour. Et or, comme vous êtes à un tour, forcément, si vous êtes 8 personnes face à un homme qui occupe le terrain depuis un certain temps, qui est avantagé par les médias, avantagé par même l'inconscient collectif. Après 36 ans, il y a des électeurs qui n'ont jamais vu autre chose que le président actuel. Donc pour eux, c'est naturel de se porter vers ce candidat-là. Donc si vous avez un scrutin à un tour, avec 9 candidats, sachant qu'il y a de fortes chances que la dispersion avantage plutôt celui qui est en place aujourd'hui, c'est un enjeu électoral auquel les Camerounais devraient penser avant de passer aux élections effectives. Jean-Marie Bitomo, lors des scrutins antérieurs, beaucoup parlaient d'élections sans véritable enjeu. Est-ce que cette année encore, il en est de même ou vous observez quelque chose finalement de particulier, à la lumière peut-être de la qualité des candidatures, peut-être? Je vous dirais, Zara, c'est-à-dire la campagne électorale qui se déroule au Cameroun est une campagne, de mon point de vue, qui est une campagne, si vous voulez, assez spécifique. Tout simplement, pourquoi? Parce que on a parlé des candidats, vous avez le candidat qui est en place depuis 36 ans, mes collègues du plateau l'ont noté, et vous avez un jeune qui émerge, si vous voulez, par rapport à la dynamique qu'on a constatée sur le terrain. Donc à partir de là, l'élection ne se joue plus de la même manière. Le nouveau candidat, il arrive là pourquoi? Il arrive là parce qu'on est parti d'un mouvement citoyen en tant que tel. Un mouvement citoyen simple. C'est un jeune qui s'est levé un jour, il s'est dit 11 millions de citoyens. Il en a parlé, Emmanuel, là tout à l'heure. Ces 11 millions de citoyens-là, au fil du temps, c'est devenu quoi? La sensibilisation politique de la jeunesse camerounaise est évidente. Donc à partir de là, l'enjeu pour moi, c'est quoi? C'est que les élections se déroulent très très bien. C'est-à-dire dans la clarté, dans la clairvoyance et, comment dire, dans la responsabilité de tous les Camerounais. Tout à l'heure, là, bon, Emmanuel, qui est à ma gauche, a parlé de quoi?
Il a parlé du taux de participation, qu'il y a des régions qui ne vont pas voter. Il faut quand même se rappeler l'histoire. Qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? Vous avez eu ici, là, en France, moi je vis en France, si vous voulez, depuis l'âge de 14 ans. Vous avez, si vous voulez, la Corse, au FLNC qui était en Corse, ça n'a pas pour autant invalidé les élections qui sont passées sur le territoire français. Je vais avec vous en Espagne. Vous avez, si vous voulez, les mouvements, c'est-à-dire de l'Espagne, qui, si vous voulez, ont été en action. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais annulé une élection pour ça. On a une constitution qui régit les élections dans tous les États du monde. Ce n'est pas parce qu'une partie du territoire n'a pas participé à cette élection-là qu'on va invalider les élections en tant que telles. Parce que vous avez la constitution qui est là. Donc, à partir de là, quand on est chez nous en Afrique, on nous dit que vous voyez, bon, quelles sont les conditions? Moi, je reviens. Je peux remonter avec vous plus loin. Je vais avec vous, si vous voulez, en Grande-Bretagne, où vous regardez le Sinn Féin. Quand le Sinn Féin, si vous voulez, combattait, si vous voulez, le Royaume-Uni, est-ce que les élections ont été invalidées parce que le Sinn Féin, si vous voulez, n'était pas d'accord? Donc à partir de là, moi l'enjeu c'est quoi? C'est-à-dire, quand on fait une analyse électorale, il faut se dire une chose, c'est qu'on se trouve dans des environnements qui sont complètement différents. Et moi je ne suis pas d'accord qu'on puisse appliquer à l'Afrique, si vous voulez, ce qui se passe dans tous les autres États, sous prétexte que l'Afrique, si vous voulez, est un continent dans lequel, si vous voulez, on nous dit qu'il n'y a pas de démocratie en tant que telle, mais cette démocratie-là, quand on fait une analyse politique fine, on en arrive, je viens de vous citer des exemples, je n'ai pas encore en cité d'autres. Donc à partir de là, l'enjeu c'est quoi? On a parlé de paix tout à l'heure là dans le reportage. Citez-moi un État dans le monde qui s'est développé, si vous voulez, en guerre en tant que tel. Boko Haram, si vous voulez arriver, vous avez eu le mouvement de Boko Haram, vous avez eu tous les soulèvements qui a eu lieu au Cameroun. Maintenant, on m'a parlé de la pertinence de l'élection en tant que telle. Là, je ne peux pas être d'accord, je ne peux pas suivre mes deux invités sur le plateau, tout simplement pourquoi? Parce que la Constitution ne stipule, aucune Constitution au monde n'a jamais stipulé qu'il y ait 100% d'inscrits à un vote, c'est-à-dire 100% d'inscrits sur les listes électorales qui est. Alors ceci dit, sur une population de 23, alors sur une population de 23 millions d'habitants à peu près. On a 6,5 millions d'inscrits sur les listes électorales. Et là, on parle peut-être d'une partie des Camerounais qui ne vont pas pouvoir aller voter en raison de l'insécurité dans certaines régions du pays. Est-ce que ça met en cause, si vous voulez? Vous savez, il y a deux façons d'analyser les faits. Vous avez le factuel, le conjoncturel ou le structurel en tant que tel. Moi, je raisonne sur le structurel. Donc, sur ce structurel-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dès l'instant que vous avez une région quelconque dans n'importe quel État du monde qui n'a pas participé à une élection, dont on va invalider cette élection-là. Ça n'existe dans aucune constitution dans le monde. Emmanuel Dupuis. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas dit que le fait qu'il y ait une partie de ceux qui se réclament de ce mouvement sécessionniste qui est apparu pour des raisons que l'on pourrait discuter. Je rappelle qu'en novembre 2016, il y avait des revendications corporatistes. Les avocats, les syndicats qui manifestaient dans la rue. Et une des raisons pour lesquelles on a eu cet enchaînement, hélas dramatique, 400 morts depuis le déclenchement de cette crise, est due au fait qu'il y a eu une radicalisation de part et d'autre. Oui. Donc je ne dis pas que que cela est de nature à perturber, à invalider le scrutin, mais cela est quand même de nature à poser la question de la cohésion nationale qui devrait être au cœur de la réflexion de tout candidat à l'élection présidentielle. Le problème, c'est que les États africains, Emmanuel, les États africains avancent à leur rythme. Je vous ai cité les exemples européens là tout à l'heure. Donc à partir de là, partons, c'est-à-dire mettez, si vous voulez, face à face l'exemple que nous avons, c'est-à-dire ce sur quoi porte notre discussion. Et maintenant, on regarde en face les exemples que j'ai pris. Ça s'est déroulé comment? Non, alors, j'en conviens parfaitement, mais il y a quand même une particularité du Cameroun. Oui. C'est qu'il s'est réunifié en 1961, justement sur la base d'une dislocation qui était, entre guillemets... dislocation qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est la contrainte extérieure, c'est-à-dire qui pèse encore sur le Cameroun. Là, on ne se trouve pas dans un niveau de réflexion endogène là. Elle est pas, c'est-à-dire notre réflexion là-dessus, à ce niveau-là, elle n'est pas inclusive. Je pense quand même, on ne peut pas justifier la difficulté que nous avons aujourd'hui au Cameroun, notamment cette volonté ou ce souhait de partition de la partie anglophone par rapport à la partie francophone du Cameroun et valider le fait que ce combat-là soit reporté ou apporté dans l'élection en tant que telle. Je ne vous dis pas qu'il doit être reporté. Je ne vais pas terminer. Effectivement, il peut y avoir une difficulté que la partie anglophone en tant que telle boycotte les élections. C'est même possible qu'elle boycotte les élections. Oui. C'est possible. Mais ça ne veut pas dire que l'État central va valider ou en tout cas va accompagner ce mouvement-là. Ce que souhaiterait n'importe quel candidat d'élection présidentielle, c'est que l'unité nationale prime d'abord sur les résultats électoraux.
Et je vous dis unité nationale. Maintenant, comme vous avez dit, on ne peut pas imaginer que 100% de toutes les personnes susceptibles de s'inscrire sur les listes électorales viennent voter. Ça se fait un peu partout. J'ajoute un autre élément quand même. Quand vous dites que la Corse, en France, a toujours posé un problème, chaque fois qu'il y a des élections, les Corses ont voté. Ils votent peut-être à leur façon à eux, parce qu'ils sont nationalistes, parce qu'ils votent pour leurs candidats à eux, et pas pour les candidats nationaux, mais ils votent quand même. Il y a des élections, Emmanuel, il ne faut pas l'oublier. Attendez, alors, on va laisser terminer, il peut y avoir un autre problème, qui est celui, cette fois-ci, de la représentativité. Si maintenant, je considère que la partie anglophone, dans le corps électoral, ne représente que 1% des électeurs, on peut imaginer que ce 1%-là n'aurait pas influé de façon significative sur les résultats électoraux. Ça, c'est un calcul qu'on peut faire a posteriori. Mais a priori, il faut déjà que tous les Camerounais soient à même de participer à l'élection. C'est tout ce qu'on fait. Je suis d'accord avec vous. Je ne vous dis pas non. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, notre discussion a deux dimensions. Vous avez une dimension conjoncturelle, d'accord? Et nous avons une dimension structurelle. L'État du Cameroun, si vous voulez, se trouve aujourd'hui face à des élections présidentielles. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête les élections parce que, si vous voulez, il y a un soulèvement de la population, Emmanuel? Moi, j'aimerais bien savoir. Là-dessus, il y a la paix, si vous voulez. J'ai parlé tout à l'heure du reportage que nous avons vu. La paix, si vous voulez, vous ne peut pas progresser dans un État. Cette unification-là est souhaitable par tout le monde. C'est d'ailleurs par rapport à 1960, si vous voulez. Le Cameroun a pris son indépendance, il y avait deux Camerouns. Moi, je n'aime pas le terme, si vous voulez, la crise anglophone, parce que nous sommes tous des Camerounais. Vous n'avez pas des francophones. Ça, nous prenons les emprunts de la colonisation qu'on se les colle à nous pour pouvoir nous dire que la crise anglophone, la crise par rapport au peuple francophone. Tous les Camerounais sont les mêmes. Donc, à partir de là, arrêtons un peu, si vous voulez, de mettre en avant, c'est-à-dire cette capacité anglophone-là ou francophone. Ce sont des langues qui sont complètement étrangères à la population camerounaise en tant que telle. Donc, dès l'instant qu'on pose déjà le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, on est en train de biaiser le débat et de creuser encore beaucoup plus, si vous voulez, les différends qu'il peut y avoir entre les Camerounais, entre eux, qui sont maintenant les différences de développement régional en tant que tel. Mais il ne faut pas que ce soit nommé la crise anglophone. Dans ce cas, je suis d'accord avec cette dernière phrase, c'est dire le candidat qui est aujourd'hui, candidat à l'élection présidentielle qui est au pouvoir depuis 36 ans, une grande partie de la solution de ce problème, de cette partition entre la partie ouest, sud-ouest et nord-ouest du Cameroun. Et le reste qui n'a jamais été voulu par les Camerounais. Emmanuel Dupuy. Je ne dis pas que ce sont les Camerounais qui l'ont voulu, mais c'est une situation historique. Mais pendant 36 ans, celui qui est au pouvoir aujourd'hui avait aussi le devoir de faire cette unification-là. Pourquoi il ne l'a pas fait? Emmanuel Dupuy. Alors, moi, je voudrais rebondir par rapport à ce qui a été dit et poursuivre mon idée. Je crois qu'il ne faut pas biaiser non plus le débat présidentiel. Le débat présidentiel, il se porte aussi entre un président et des opposants. Et de ce point de vue-là, Emmanuel a parfaitement raison, il y a une ambiguïté, puisque c'est un scrutin à un tour, à ce qu'il y ait des candidats qui, s'ils se présentent désunis, n'ont pas grande chance de mettre à mal le président, comme ce fut le cas en 92, en 2004 ou en 2011. Donc ça, la première... Non, là, vous avez raison. La première logique eût été qu'il y ait un front uni de l'opposition, comme il était de tradition, avec le chairman du SDF, Joseph Koundi, qui a décidé de ne pas se représenter, au profit du jeune député vice-président de ce mouvement, Joseph Ochi, qui représente, d'une certaine façon, là aussi, un renouvellement, 49 ans contre 85 ans. Donc ça, c'est un élément important. Puis après, il y a un autre élément. Il y a une multitude de candidats qui ne viennent pas de la politique, qui viennent du mouvement associatif, qui pour certains viennent du milieu économique. Donc il y a aussi une expression qu'il faudrait tenir compte davantage que d'opposer justement le scrutin entre les séparatistes qui voudraient la création de l'Ambazonie et ceux qui voudraient la création ou le maintien du Cameroun. Ça, c'est le premier élément. La crise économique est déterminante. Souvenons-nous de la crise très lourde entre 1982 et 1996, où la croissance était inférieure. D'ailleurs, on avait atteint des chiffres négatifs. Moins 5%. Maintenant, on a atteint 4%. Donc là aussi, il faut veiller à ce qu'il y ait une logique inclusive qui font qu'au-delà du séparatisme, au-delà de la question des trois fronts, Boko Haram d'un côté, les rebelles centrafricains de l'autre et les forces de défense de l'Ambazonie, comme qu'elles se font appeler, ne viennent démanteler ou ne viennent oublier ce dont il est question, de trouver une
un changement dans la continuité, avec là aussi un paradoxe. Le président, je terminerai par là, le président Paul Biya se veut dans la continuité, mais dans la rupture du président Adjo. Adjo avait cette logique d'avoir une démocratie gouvernante avec le parti unique. Le président Biya a voulu le libéralisme, j'allais dire excessif, 200 partis politiques. Il a voulu libéraliser la presse, une soixantaine de chaînes privées. Alors moi je crois qu'il faut qu'on rentre dans le fond du débat. Est-ce que cette élection a permis d'exprimer la quintessence ou de cette volonté de libéraliser l'espace politique autant que l'espace économique jusqu'à présent? Alors justement, on va continuer le débat, mais avant on va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.